Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur le dépistage de la trisomie 21. Le but, c'est simple, on va prendre toutes les connaissances que l'on a et les organiser en un arbre décisionnel, un outil vraiment clair et logique, celui qu'on utilise en pratique clinique. Et voilà la question centrale, c'est tout le défi du diagnostic prénatal. D'un côté, on a une population immense à dépister, et de l'autre, on veut absolument limiter au maximum les procédures invasives, celles qui comportent un risque même faible pour la grossesse. Alors comment on fait ce grand écart ? Pour bien structurer tout ça, on va suivre un parcours en 5 temps. On commencera par poser le problème, le fameux dilemme du dépistage. Ensuite, on verra comment on calcule le risque. Troisième point, les seuils qui vont nous aiguiller. De là, on explorera les 3 voies qui s'offrent à nous, pour enfin arriver au diagnostic de certitude. Allez, on attaque la première section. Il faut bien comprendre que le dépistage prénatal n'a pas un seul but, mais plusieurs. Et tout l'art consiste à trouver le bon équilibre entre eux. Et voici le cœur du problème. Le dépistage a vraiment 2 visages. D'un côté, sa mission première, c'est de rassurer l'écrasante majorité des couples, ceux pour qui tout va bien. Et de l'autre côté, il doit être d'une efficacité redoutable pour repérer la toute petite minorité de grossesses à haut risque. C'est pour ce petit groupe qu'il faut pouvoir proposer des choix éclairés, que ce soit une interruption de grossesse ou préparer l'accueil d'un enfant différent. Bon, maintenant qu'on a posé le cadre, passons à la mécanique. Comment on arrive à ce chiffre de risque ? Eh bien, c'est une combinaison de plusieurs facteurs qu'on mesure tous au premier trimestre. Il y a 3 piliers. Le point de départ, c'est l'âge maternel. C'est notre risque de base. Ensuite, on ajoute une mesure échographique capitale, la clarté nucale du fœtus. Et enfin, on complète avec la biologie, le dosage de 2 hormones dans le sang de la mère, la PAPPA et la bêta-HCG libre. Ce qu'il faut absolument retenir de cette formule, c'est qu'elle est multiplicative. On ne fait pas une simple addition. On part du risque lié à l'âge, et chaque autre paramètre vient agir comme un coefficient multiplicateur qui va soit augmenter, soit diminuer ce risque de départ. C'est ça qui fait toute la puissance du calcul. En pratique, ça se passe comment ? Tout est très cadré, dans une fenêtre précise entre 11 et presque 14 semaines d'aménorrhée. L'échographiste fait sa mesure de clarté nucale avec des critères de qualité très stricts. La patiente fait sa prise de sang et ensuite on met tout ça dans la moulinette d'un logiciel agréé qui va nous sortir le fameux risque combiné. Ok, on a notre chiffre. Maintenant, la grande question c'est qu'est-ce qu'on en fait ? C'est ici qu'on arrive au carrefour de notre arbre. Ce sont les seuils qui vont nous dire quelle route prendre. Premier cas de figure, le risque est supérieur à 1 sur 50. Là, on est dans la catégorie à très haut risque. La discussion s'oriente tout de suite vers la proposition d'un diagnostic invasif. Deuxième zone, la zone intermédiaire, entre 1 sur 51 et 1 sur 1000. Ici, on ne se précipite pas vers un geste invasif. L'étape suivante, c'est un autre test de dépistage, beaucoup plus performant, le DPNI. Et enfin, la situation la plus fréquente, heureusement, le risque est inférieur à 1 sur 1000. Là, on est dans la catégorie à faible risque. Le processus de dépistage s'arrête et on continue simplement le suivi normal de la grossesse. Ce tableau, c'est vraiment la synthèse parfaite de la stratégie. C'est notre carte routière. Pour chaque catégorie de risque, on a un seuil et une action recommandée. C'est clair, c'est net et ça guide toute la prise en charge. Parfait. Maintenant, on va explorer un peu plus en détail ces différentes routes qui s'ouvrent à nous, en se concentrant évidemment sur les groupes qui demandent une action supplémentaire. Alors, le DPNI, c'est la grande révolution de ces dernières années. C'est un test génétique, mais réalisé sur une simple prise de sang de la mère. Le principe, c'est d'aller chercher et d'analyser les petits fragments d'ADN du fœtus qui se baladent librement dans la circulation maternelle, et un point clé, cet ADN fœtal provient en fait des cellules du placenta. Ce schéma est très parlant. Dans tout l'ADN libre qu'on trouve dans le sang maternel, la quasi-totalité est maternelle, logique. Mais il y a cette petite fraction, à peu près 10%, qui vient du fœtus. Et même si c'est peu, c'est suffisant pour que les technologies de séquençage à haut débit puissent voir s'il y a une quantité anormale de chromosome 21. Alors là, attention, c'est le point fondamental à avoir en tête et à bien expliquer. Le DPNI, c'est du dépistage. Un dépistage ultra performant, certes, mais ça reste une estimation de risque. L'amniosynthèse ou la biopsie, ça, c'est du diagnostic. Ça donne une certitude. Mais cette certitude a un prix, un petit risque de fausse couche. Tout l'intérêt du DPNO, c'est de servir de filtre pour n'envoyer au diagnostic invasif que les patientes qui en ont vraiment besoin. Du coup, l'interprétation est assez binaire.
Si le DPNI revient négatif, le risque est tellement bas qu'on est extrêmement rassuré, on en reste là et on reprend le suivi classique. Mais, et j'insiste lourdement, si le DPNI est positif, ça ne veut pas dire que le fœtus est atteint. Ça veut dire que le risque est devenu très très élevé et qu'il faut absolument aller vérifier par un prélèvement invasif. C'est une étape non négociable. On arrive donc à la toute dernière branche de notre arbre, la confirmation diagnostique. C'est l'étape de la certitude, réservée aux patientes à très haut risque dès le départ ou à celles qui ont eu un DPNI positif. Ici, le timing est crucial. Le choix de la technique va dépendre de l'âge gestationnel. Très tôt, dès 12 semaines, on peut faire une biopsie du trophoblaste. La myosynthèse, elle, se fait un peu plus tard, à partir de 16 semaines. La chordosynthèse est bien plus rare et encore plus tardive. Et pourquoi est-ce qu'on a construit toute cette stratégie en amont pour éviter ça au maximum? La biopsie, comme la myosynthèse, comporte un risque de perte fœtale d'environ 0,5%, soit 1 sur 200. C'est ce risque, même s'il est faible, qui justifie toute la démarche de dépistage pour ne réserver ce geste qu'aux situations où il est vraiment indispensable. S'il n'y a qu'une seule phrase à graver dans le marbre à l'issue de cette présentation, c'est celle-ci. Le DPNI est un outil de tri phénoménal, mais il ne remplace jamais le diagnostic. Un résultat positif impose une confirmation invasive. C'est la règle d'or. Et au bout du chemin, pour les patientes qui ont eu un prélèvement, on obtient le Graal, le karyotype fœtal. C'est l'analyse directe des chromosomes du bébé. Et là, on a la réponse définitive, le oui ou le non à la question de la trisomie 21. Notre arbre décisionnel a atteint sa destination finale. On termine avec cette question. Pour ouvrir un peu la perspective, l'algorithme qu'on a vu est extrêmement performant. Il a permis de faire chuter drastiquement le nombre de gestes invasifs. Mais la technologie ne s'arrête jamais. On peut se demander si, un jour, on n'aura pas un test non invasif qui aura la même certitude qu'un diagnostic. Et quelles nouvelles questions, notamment éthiques, cela pourrait soulever. La réflexion reste ouverte.